je me projetais plus dans ces grands groupes-là. Donc il y a eu toute une démarche de recherche d'un scénario différent. Ça a abouti à l'idée de la reprise d'une entreprise. Cette crise du Covid, elle a laissé quand même des cicatrices assez profondes. On a été beaucoup aidés. Donc en particulier, ce qui a été mis en place par l'État, et ça a été les PGE, dont Odyssée a bénéficié. Moi, les PGE, c'est 5 millions d'euros de dettes qu'on a pris pour passer cette crise-là. Si je vois une opportunité commerciale, il faut pas hésiter, il faut se doter là, maintenant, des moyens pour répondre à ce besoin-là. J'ai pas le temps de consulter pendant 3 mois, j'ai besoin de pouvoir prendre des décisions très rapidement au quotidien. Le partenariat de bourse permet d'avoir une meilleure efficacité et ça c'est absolument vital. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. En bourse, les occasions de participer directement à l'économie réelle sont plutôt rares. Les grandes sociétés cotées partagent des informations sur leurs activités, mais on a du mal à se projeter sur l'impact que nos investissements vont donner à leurs actions. Les PME régionales, elles, forment le tissu économique en local. Elles sont en général, par contre, pas cotées et on peut pas y investir directement. Sauf certaines, comme Odyssée Technologies, un sous-traitant dans la mécanique de précision, principalement sur le secteur aéronautique, qui s'introduit en bourse cette semaine et que l'on va découvrir en compagnie de son dirigeant, Christian Marie. Au cours de la conversation, on découvre les raisons qui poussent Christian à quitter à 50 ans un poste confortable pour se lancer dans la reprise d'une entreprise industrielle, les erreurs qu'il commet et les défis qu'il doit relever pour pérenniser l'activité, la place des acquisitions dans la stratégie de croissance, la gestion du besoin en full roulement et de la trésorerie, un point critique quand on est sous-traitant face à des gros donneurs d'ordre en particulier, les raisons qui poussent un sous-traitant industriel de taille modeste, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, à s'introduire en bourse, les ambitions de la société sur les 5 premières années, les moyens qu'elle met en œuvre pour y arriver. Un épisode en collaboration avec Odyssée Technologies qui va t'aider à te faire une meilleure idée du fonctionnement de la société pour souscrire à l'IPO si ça t'intéresse, mais qui te donnera aussi une idée des points critiques à aller chercher pour analyser une société de profil similaire. J'ai dû faire appel à tout mon passé d'analyse financier pour construire la conversation. Je t'invite aussi en complément de l'écoute de l'épisode à aller lire les documents relatifs à l'introduction en bourse dans l'espace investisseur sur le site web de la société, odyssée-du-milieu technologie au pluriel.com/IPO. La souscription clôture le 9 décembre. Et je serais curieux d'avoir ton avis aussi sur ce type d'épisode découverte. J'ai beaucoup apprécié l'exercice et j'aimerais bien en réaliser d'autres à l'avenir. Si ça t'intéresse, fais-le moi savoir en message sur les réseaux, Insta, LinkedIn ou par email sur paco@investisseur.com. Je serais ravi de pouvoir en faire davantage. Allez, sur ce, on part à la découverte d'une PME qui s'introduit en bourse avec Christian. C'est parti. Bonjour Christian, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Bonjour Paco. Merci beaucoup d'être là sur le podcast. C'est un thème qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui. Je suis heureux de pouvoir en discuter avec vous et de pouvoir en fait parler de comment on introduit une société en bourse quand on est une PME. Enfin, en gros, ça va être un petit peu le thème, je pensais, de la discussion, parce que c'est vraiment assez rare quand même pour être noté. Et toi, tu es en train de passer par toutes ces étapes, puisqu'on arrive à la finalisation de ce process. Ouais. Et donc, c'est un truc que je voudrais dévoiler, je pense qu'il va être très, très intéressant. Peut-être pour démarrer, ouais. Parce qu'il y a un autre aspect aussi qui m'intéressait dans ton parcours, c'est, tu vois, enfin, j'ai lu un petit peu sur toi la façon dont tu t'es lancé dans la reprise d'entreprise, alors que tu avais un poste quand même qui était quand même bien établi, en salarié, etc. Tu peux nous expliquer un petit peu le parcours qui t'a amené à l'entrepreneuriat? Oui, tout à fait. Donc, à la base, je suis un ingénieur textile. J'ai travaillé pendant 23 ans dans des grands groupes industriels. D'abord à des fonctions techniques, comme jeune ingénieur. Après, j'avais toujours cette idée d'évoluer vers le marketing, l'aspect commercial, ce qui s'est fait donc au cours de ces 23 années. Et finalement, j'avais des responsabilités commerciales et de business unit au sein de grands groupes industriels à l'international. J'ai beaucoup travaillé à l'international. Pour l'anecdote, en fait, avant d'avoir repris la société, j'avais jamais travaillé en France. J'avais jamais eu un contrat de travail français. Donc j'ai passé beaucoup de temps en Suisse, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. Okay. Et mais au bout de ces 23 ans, finalement, je me retrouvais de moins en moins bien dans l'ambiance de ces grands groupes industriels. Je me retrouvais de plus en plus à avoir des activités vraiment orientées vers l'interne,
beaucoup de reporting Mhm. et beaucoup de moins en moins de travail finalement à répondre aux besoins des clients. Mhm. Moins en moins de travail technique. Après, en tant qu'ingénieur, bon, il y a un aspect, la technique qui m'intéresse évidemment. Et donc, je me posais un peu des questions. Qu'est-ce que je veux faire pour les 20 prochaines années dans ma carrière, dans ma vie professionnelle? Et je me projetais plus dans ces grands groupes-là. Donc, il y a eu toute une démarche de recherche d'un scénario différent. Et donc, ça a abouti à l'idée de la reprise d'une entreprise. Je me souviens encore, c'était en Espagne. Un jour, je me retrouvais face à un client, une PME. Donc à cette époque-là, j'avais des clients qui étaient des grands groupes, des multinationales, mais aussi des PME. Mhm. Et au bout d'un moment, dans la discussion comme ça m'est vraiment apparu dans cette journée-là. Je me disais, mais finalement, j'aimerais mieux être à sa place qu'à la mienne, quoi. Et c'est ainsi, après, voilà, j'ai commencé à réfléchir, mais comment je pourrais faire? Parce que jusqu'alors, toi, ton activité dans cette société, donc tu étais plutôt dans la partie commerciale. Oui, commercial, marketing, okay. Ouais. Donc rien à voir avec les compétences que tu avais d'ingénieur finalement, ou assez peu, quoi. De moins en moins. Après, c'est technico-commercial parce que c'était de l'industrie, donc la commercialisation, donc ça passe par une connaissance quand même profonde des produits, là aussi, des processus de fabrication. Donc le mode de commercialiser, de le marketing industriel, ça s'assied quand même beaucoup sur une connaissance justement détaillée de la technique qu'il y a derrière les produits, quoi. C'est pas comme dans le B2B où c'est vraiment oui, c'est du B2B, c'est pas du B2C, ouais. Oui, il faut quand même très bien connaître le produit, les technicités. Tout à fait, c'est un produit atypique qui fait que, ouais. Donc, je me suis formé alors à préparer donc cette reprise d'entreprise. Donc, il y a l'ESSEC à Paris qui organisait un cycle de formation qui prépare à cela. Et dans cette formation, finalement, on était une promo de 7 ou 8. Et c'était tous des gens très bien formés. Il y avait un polytechnicien centralien, donc vraiment des gens de très haut niveau, et qui occupaient tous des fonctions de cadre dirigeant au sein d'industrie ou d'administration, et qui se projetaient plus justement non plus dans le milieu dans lequel ils évoluaient alors, quoi, et qui s'étaient mis donc comme objectif de reprendre des PME. Et bien donc ça m'a permis d'élaborer finalement un projet. Et pour moi, ça a été vraiment mettre en avant, c'est l'industrie qui m'intéressait, donc dès le départ, encore une fois, l'aspect technique. Et donc ça m'a permis de définir vraiment une sorte de profil type de l'entreprise que je chercherais à reprendre. Après, ça a été une phase assez longue de recherche d'entreprise. Donc il y a eu plusieurs audits, plusieurs négociations qui n'ont pas tout abouti. Ouais. Et finalement, il y en a une qui a abouti en 2012. Donc ça a été la reprise d'une entreprise qui s'appelle Gresset Associés dans le Doubs. Donc avec une activité de mécanique de précision en sous-traitance et principalement positionnée sur le secteur aéronautique à ce stade-là, quoi. Donc première reprise d'entreprise en 2012. Comment est-ce que on se lance? Alors il y avait cette formation avec l'ESSEC, mais ensuite derrière, est-ce qu'il y a des organismes qui permettent quand même de trier un petit peu, parce que j'imagine que tes boîtes, c'est pas comme aller chercher un bien immobilier sur Le Bon Coin, par exemple. Il y a des plateformes, j'imagine, mais elles sont plus ou moins peut-être sûres. Il y a aussi le côté réseau. Vers qui s'adresser quand on va pour chercher une entreprise, ou comment toi tu l'as abordé? Ce que j'avais fait, j'avais déjà constitué une petite équipe avec un expert comptable qui m'a accompagné tout au long du processus et qui m'accompagne encore aujourd'hui, le cabinet Folzer de Mulhouse, et un avocat aussi, puisque l'aspect juridique est une part importante de ce processus d'acquisition d'une société. Dans les audits, il y a une phase juridique qui est assez importante et sur laquelle il faut être très précis. Donc un avocat, donc Maître Lichtenner de Mulhouse aussi, qui m'a assisté sur cette partie-là. Et après, ça a été créer du réseau finalement. Donc il y a les CCI qui ont une bonne connaissance du tissu industriel dans leur région. Il y a aussi des choses comme le réseau Entreprendre, des diverses associations aussi qui favorisent ce type de transmission d'entreprise.
en France, il y a un vrai thème de la transmission d'entreprise. Beaucoup d'entreprises ont été créées dans les années 60, 70, en partant de zéro souvent. Et les entrepreneurs aujourd'hui ont atteint ou même dépassé pour part l'âge de la retraite. Il y a un problème de transmission. Les transmissions familiales ne sont pas toujours possibles ou souhaitables. Donc il y a un besoin de personnes qui s'engagent aussi pour reprendre ces entreprises et continuer leur développement. Donc il s'agit vraiment de constituer un petit réseau autour de ce projet. Et c'est ce à quoi je me suis attaché au début. Et puis après, avec le temps, on rencontre de plus en plus d'opportunités. Et puis après, il y a toute une phase d'audit qui se fait, de négociation. Tu avais, quand tu cherchais la cible pour cette reprise en tête, quelque chose justement lié à l'industrie. Oui. Tu avais une taille précise ou une typologie de profil qui t'intéressait plus particulièrement? La taille, ça c'est un grand sujet justement à ce stade-là. Parce que il est clair que il y a un problème de financement qui se pose, puisque donc c'est un rachat de titres, il faut pouvoir le financer. Donc pour ma part, j'avais pu faire un apport personnel assez conséquent. Et je l'ai complété finalement que par du crédit bancaire, quoi. Donc c'est un montage de type LBO, qui m'a permis de racheter cette société. Donc la taille de l'entreprise cible, finalement, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut financer finalement. Et donc il n'y a pas de recours au crédit vendeur alors Dans ce cas-là, il n'y a pas eu. C'est un outil qu'on peut utiliser, qui est souvent utilisé. Mais donc c'était pas le souhait des personnes qui m'ont cédé cette première entreprise. Il faut s'adapter au cas par cas parce qu'il y a plein de possibilités. Pour ma part, ça a été vraiment apport personnel plus crédit bancaire, LBO, donc avec un crédit sur 7 ans réparti sur 2 banques qui m'ont accompagné dès le début, quoi. D'accord. Tu nous racontes peut-être aussi les étapes d'après, du coup, quand tu reprends l'entreprise, est-ce que tu as dû, comment ça fonctionne, comment est-ce que tu as découvert, les actions que tu as menées? Au début, c'est vraiment déjà établir le lien avec les personnels. Parce que ces personnes, souvent, elles ont travaillé pour le dirigeant, le créateur depuis de nombreuses années. Et pour eux, c'est assez inquiétant finalement de voir, il y a une nouvelle personne qui arrive, qui a forcément pas la même culture. Il y a une sorte d'incertitude. Donc il s'agit déjà d'établir le lien, gagner la confiance des personnels de l'entreprise. Ça c'est fondamental et ça doit se faire très vite. On dit souvent, on n'a pas de deuxième chance de faire une première impression. Donc il s'agit vraiment d'établir très vite ce lien, de gagner très vite la confiance, quoi. Et après, ça c'est l'interne et c'est vital pour l'entreprise évidemment. L'autre partie, c'est les clients forcément. Et donc là, pareil, établir très vite le contact avec les clients, gagner la confiance, ce qui est pas forcément évident au départ, parce que venant d'un autre secteur d'activité, etc., qu'on connaît pas très bien. Donc il y a un gros effort d'apprentissage à faire dans cette phase-là. Donc c'est une phase qui est assez intense, il faut bien le dire. Pour arriver à acquérir toutes les connaissances et la crédibilité nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Tu as regardé principalement les choses que tu regardes, c'était vraiment l'humain, la qualité du personnel finalement. C'est ça qui était vraiment pour toi le point clé. Est-ce qu'il y a des choses qui peut-être que après coup tu as eu des leçons, tu as appris des leçons par rapport à des choses que tu as peut-être fait ou moins bien fait ou t'es surpris? Il y a une chose que j'avais sous-estimée au départ. On est dans l'industrie encore une fois et au départ, moi, j'étais arrivé dans cette entreprise avec l'idée vraiment, avec ma fibre commerciale marketing, d'engager une démarche très volontariste de développement du portefeuille client, des portefeuilles d'activités, etc. Je me suis vite rendu compte, c'est pas si simple que ça, parce que derrière, il y a des capacités de production qui sont pas forcément élastiques, qui sont pas forcément disponibles. Et il se trouve que c'était une chance. Les clients historiques de l'entreprise, ils nous chargeaient tout le temps pratiquement au nominal. Donc, ce qui fait que le pauvre commercial, il avait pas grand-chose à vendre au début, quoi. Donc, conduire une diversification, et c'était vraiment mon ambition au départ. Il s'est avéré que c'est pas si simple que ça, quoi. Et là, c'est ce qui m'est apparu et ce que j'ai vite appris, ça a été cet équilibre entre la charge de travail confiée par les clients
et les capacités de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est assez complexe à trouver. Ça reste un sujet au quotidien encore aujourd'hui, de nombreuses années après cette première reprise. Mais ça, c'est absolument fondamental dans une entreprise industrielle. Et les capacités, c'est pas quelque chose d'élastique qu'on peut faire varier grandement du jour au lendemain, quoi. Donc là, il y a vraiment un apprentissage de ça. Là, je me suis fait aussi beaucoup aider. Donc, je citerai par exemple, il y a une structure qui s'appelle le Réseau Entreprendre. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc, c'est une association qui a été créée par la famille Mullier, dont l'objet est d'aider justement des repreneurs d'entreprises ou des créateurs d'entreprises dans les phases initiales dans ce nouveau job de patron, finalement. Et donc par des formations, par du tutorat, par des échanges aussi dans des groupes de travail. Donc ça a été très précieux au départ, quoi, hein. Et après, j'ai cherché aussi très rapidement un peu de l'aide dans diverses autres associations. Et étant fortement impliqué dans l'aéronautique par le biais de cette société Gresset Associés. En particulier, il y a une association qui m'a énormément aidé, c'est une structure qui s'appelle Space Aero. Donc, qui est en fait une association sponsorisée par les grands donneurs d'ordre de l'industrie. Donc Airbus, Dassault, Safran et puis tous les grands noms de l'aéronautique, dont l'objet est finalement d'aider les PME de la supply chain aéro à performer au meilleur niveau possible pour servir mieux les donneurs d'ordre. Et cette association-là m'a aidé beaucoup dans la montée en pertinence des modes de gestion de l'entreprise. Donc je crois c'est vraiment important de chercher des conseils, de chercher de l'expertise aussi à l'extérieur, de s'ouvrir un petit peu. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi je me suis attaché dans les premières phases et que je continue de faire d'ailleurs aujourd'hui, quoi. Ouais, comprendre vraiment l'écosystème, quel est le service qu'on offre en tant qu'entreprise et quels sont les partenaires autour et quel est l'intérêt du client, du fournisseur, enfin tous les parties prenantes dans. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ça c'est quelque chose ça paraît assez évident, mais on peut passer à côté en se mettant bien en tête sur le développement, à mettre en œuvre. Et je crois qu'il est important de s'ouvrir, de se faire aider. De se constituer un réseau autour de l'entreprise, tout en impliquant les équipes, parce qu'encore une fois, là, c'est pas que le patron, que le dirigeant qui doit adhérer à cette démarche-là. Il faut que les cadres de l'entreprise s'impliquent aussi, et puis qu'on partage une démarche sur laquelle on est bien raccord, quoi. Tu nous parles un peu justement de l'entreprise, l'activité, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait? Tu l'as dit brièvement, mais un petit peu plonger dans l'activité, le modèle. Donc, Gresset Associés est un sous-traitant. C'est-à-dire que nous n'avons pas de produits propres. Nous fabriquons des pièces et des composants pour des systèmes assez complexes, mais suivant des plans et des spécifications fournis par les clients. Donc, notre travail, le principal métier de l'entreprise, c'est l'usinage. Donc, ça consiste en des opérations de tournage, de fraisage, d'électro-érosion, de rectification, qui sont agencées de sorte à assurer dans les meilleures conditions la réalisation de pièces. Alors les pièces qui sont fabriquées, ce sont par exemple des composants pour des systèmes de freinage pour des avions, pour des roues d'avions, pour des systèmes hydrauliques aussi, des systèmes qui servent à générer des mouvements, par exemple de fermeture de panneaux, de relevage de trains d'atterrissage, de fonctions de ce type-là. Donc des pièces de haut niveau technique, qui sont souvent des pièces vraiment vitales de sécurité, donc pour lesquelles les exigences de qualité sont à un niveau très élevé. La fiabilité, c'est quelque chose qu'il faut assurer à un niveau optimum. Donc voilà l'activité principale du groupe. Donc il y a ces parties d'usinage, de réalisation. Avant cela, il y a toute une partie la partie créative dans l'entreprise, c'est la conception des processus de fabrication. On parle de processus d'industrialisation. Donc là, il s'agit de définir, à partir de ce plan-là, comment est-ce qu'on va faire pour réaliser la pièce. Et c'est là que se crée finalement la différenciation entre mon entreprise et les concurrents. C'est celui qui saura définir le processus de fabrication le plus habile, qui sera le plus productif,
le plus compétitif, qui saura aussi livrer les pièces de la qualité demandée au meilleur niveau, quoi. Parce que si on se met un peu dans le process de la conception et du besoin du produit jusqu'à sa fabrication, sa vente et sa livraison, je me la place d'Airbus, par exemple, lui, en tant que fabricant, il est très au courant d'exactement la pièce, c'est l'utilité qu'elle doit avoir, la spécification. J'imagine les spécifications techniques doivent être très précises sur le cahier des charges qu'elle doit délivrer, etc., la qualité, la durabilité, tout ça. Et elle vous donne ces spécificités. Ouais. Et là où j'ai du mal à imaginer, c'est quel niveau de ah oui, pardon, tu parles de à quel coût quel niveau de productivité on peut faire, et c'est là qu'on gagne le marché parce qu'on est plus productif. Parce qu'on arrive à inventer un processus plus effectif pour fabriquer la pièce en question, quoi. Donc elle vient vous voir, elle dit je veux cette pièce-ci, et vous, avec vos ingénieurs, vous pensez comment on analyse, et puis en fonction aussi des moyens qui sont disponibles, parce que selon les typologies de machines qu'on peut avoir, on peut envisager des gammes, on parle de gammes de fabrication, des gammes de fabrication différentes, et c'est là que se créent des différences entre les différentes sociétés qui peuvent faire des offres pour répondre aux besoins des clients. D'accord, ok. Les pièces, donc tu parlais de tournage, fraisage, pour les gens qui sont pas du tout familiers avec ça, en gros c'est des pièces métalliques où on va limer un petit peu, enfin tu me dis si je parle trop gros. Donc là, il s'agit, notre métier, typiquement nous partons de barres, de différents métaux, donc on parle d'aluminium, d'acier, d'inox, de bronze, de titane, différents matériaux qui sont usinés, donc sur lesquels on enlève de la matière par des procédés justement de tournage, de fraisage et autres, et pour obtenir une forme qui correspond aux besoins du client et qui permet à la pièce d'assurer une fonction bien déterminée. Tout cela avec des exigences de précision. Donc là, on parle de mécanique de précision. Le groupe se définit comme l'orfèvre de la mécanique de précision, d'ailleurs. Quand on parle de précision, on parle de centièmes de millimètre. Donc c'est vraiment de la haute précision. Et donc il s'agit ici, encore une fois, de disposer des moyens capables de tenir ça, de savoir aussi mesurer, contrôler pour assurer la conformité des pièces. Donc il y a tout un écosystème à constituer pour pouvoir répondre à ces exigences de clients, quoi. Ok, donc c'est très quand même capitalistique, hein. C'est la machine finalement qui va réaliser. Oui. Donc le groupe à l'heure actuelle, on doit avoir à peu près 70 machines à commande numérique, qui sont souvent des machines très très sophistiquées, qu'on est en permanence. On est en permanence en train de renouveler notre parc machine. Il y a beaucoup d'évolutions technologiques aussi qui se font dans ce monde-là. Donc les capacités des machines évoluent avec le temps. Donc il s'agit de rester toujours bien positionné dans la meute, de sorte à répondre, avoir les capacités techniques de répondre au mieux aux exigences et de la manière la plus productive. Productivité, c'est vraiment quelque chose de très important dans notre milieu, parce que c'est ce qui donne la compétitivité finalement, quoi. Et donc beaucoup d'investissements, effectivement. En ce moment, d'ailleurs, nous investissons beaucoup dans tout ce qui est robotisation. Donc ça permet d'une part d'augmenter notre production, de satisfaire à des besoins plus importants de nos clients. Ça permet aussi d'atteindre d'améliorer la productivité, puisque on a des machines qui arrivent à tourner pendant de nombreuses heures en autonomie. Donc ça c'est très important, tout cet aspect de robotisation. Souvent on investit beaucoup là-dedans. Après il y a des choses aussi dans les processus de préparation du travail. Comme je disais, cette phase d'industrialisation, on définit finalement comment est-ce qu'on va fabriquer les pièces. Donc là on fait recours à des logiciels basés sur de l'intelligence artificielle, par exemple pour intégrer toutes les exigences transmises par les clients. Il faut s'imaginer le plan pour un corps hydraulique qui sert à commander, par exemple, on fabrique par exemple le corps hydraulique qui commande le train d'atterrissage du Rafale. Sur une pièce de ce type-là, il y a de l'ordre de 600-700 cotes, donc 600-700 dimensions qui doivent être respectées avec des tolérances pour la plupart de l'ordre de centièmes ou de 1 ou 2 ou 3 centièmes de millimètre. Toutes ces cotes-là doivent être correctes. Une cote pas correcte, ça entraîne le rebut de la pièce.
Donc l'enjeu, il est énorme pour nous, évidemment, quoi. Et donc ça souligne aussi la complexité de ce métier-là. Donc il est vraiment, quand on parle de précision, le mot est bien adapté, quoi. Donc il faut faire très bien, un produit très bien, le moins cher possible évidemment pour gagner les marchés. Ouais. Mais après il y a pas que ça, il y a aussi la relation, il y a aussi la réactivité, l'après-vente, j'imagine par rapport au. Ouais. Parce que les clients des industries sur lesquelles nous sommes positionnés, aujourd'hui on est surtout sur l'aéronautique, on est sur le secteur de la défense, etc. On est positionné sur des marchés où les carnets de commandes sont abondants, avec une visibilité longue sur plusieurs années. Et une des demandes principales des clients dans ces secteurs d'activité, c'est finalement la fiabilité des engagements de délai. Ils ont besoin qu'on leur fournisse les pièces rapidement et de manière fiable. Après, il y a bien sûr tout l'aspect qualité, mais je dirais, celui qui sait pas faire des pièces de bonne qualité, de toute façon, il fera pas partie du jeu. Aujourd'hui, donc la demande dans ces marchés en croissance sur lesquels on est positionné, c'est vraiment d'être capable de répondre à une demande qui est très forte à l'heure actuelle, quoi. Quand justement un constructeur d'avion a besoin pour son train d'atterrissage de cette pièce-là, est-ce que est-ce qu'il fait une commande sur plusieurs années parce qu'il y a évidemment plein de séries différentes? Est-ce qu'à chaque fois qu'il crée un nouvel avion, vous avez des nouvelles commandes? Est-ce que c'est le marché est plus tiré par la réparation quand vous avez ou le remplacement des pièces? Alors il y a deux aspects. Il y a un aspect de première monte et il y a un aspect de rechange dans ce monde-là. Peut-être la structure de la chaîne de valeur, c'est peut-être important d'en parler un petit peu, si tu permets. Donc il y a ce qu'on appelle des OEM, hein, donc l'anglicisme c'est Original Equipment Manufacturer. Donc c'est ceux qui fabriquent des avions, des blindés, des canons, des pompes, des choses comme ça. Ensuite il y a des équipementiers. Donc les équipementiers fournissent des sous-ensembles qui sont assemblés par exemple par Airbus. Airbus achète par exemple des trains d'atterrissage, des moteurs, des systèmes qui servent à générer de l'énergie, tous les aspects électroniques, radars, etc. Et ils assemblent tout ça, quoi. Ce sont des équipementiers qui fournissent les composants et nous sommes des fournisseurs finalement d'équipementiers ou de ces OEM qui nous commandent les pièces en question, qui les intègrent directement sur leur système ou dans les équipements, dans les trains d'atterrissage, dans les roues, dans les systèmes d'armes, etc. D'accord, donc vous êtes en rang 2 finalement. En rang 1 ou 2, typiquement, ouais. Donc on travaille par exemple pour Airbus Hélicoptère. Donc là, évidemment, on est en rang 1 directement, puisque Airbus Hélicoptère fabrique les hélicoptères, il les assemble, et nos pièces sont montées directement dans les ateliers d'Airbus Hélicoptère. Après, on a notre client le plus important est le groupe Safran, qui lui est un équipementier. Donc, il va fabriquer, par exemple, des moteurs ou des trains d'atterrissage. Donc, à ce moment-là, nous sommes en rang 2, donc par rapport à Airbus ou Boeing ou Dassault ou les autres, quoi. Et vous avez derrière aussi des sous-traitants? Oui, donc nous sous-traitons beaucoup. Alors, principalement des processus qui ne sont pas intégrés chez nous. Donc, par exemple, tout ce qui est traitement thermique. Donc, les traitements thermiques sont des traitements destinés à améliorer les propriétés mécaniques et des matériaux. Donc ça, c'est un métier qui est tout à fait différent, qui emploie des moyens totalement différents, des compétences totalement différentes. Et puis après, beaucoup de traitements de surface. Donc les traitements de surface sont finalement des traitements qui sont appliqués en fin de gamme pour l'essentiel, pour protéger les pièces contre de l'oxydation, et toutes les dégradations qui peuvent être résultat du milieu dans lequel la pièce est utilisée. Donc, toutes ces opérations-là, oui, nous les sous-traitons. Oui. C'est intéressant de regarder la chaîne de valeur parce que on peut se poser la question aussi de pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, et dans les stratégies de croissance que tu vas peut-être nous aborder aussi, on peut s'imaginer qu'il y a un développement qui peut être fait aussi dans la consolidation où en fait on est au début constructeur d'une pièce, après on peut être constructeur d'un morceau, enfin de morceaux d'équipement et on peut se passer de rang 2 à rang 1. Qu'est-ce qui fait que justement on passe pas de rang 1 à rang 2?
quels sont au niveau des acteurs? Est-ce qu'il y a tout le monde est plus au niveau de la concurrence, au niveau du rang 2 et personne va au rang 1? Comment tu vois le marché là-dessus? Aujourd'hui, ma stratégie pour Odyssey Technologies, c'est clairement de rester positionné sur l'usinage, la réalisation de pièces de mécanique de précision et de sous-ensembles. Donc là, on fabrique aussi des petits sous-ensembles, par des opérations d'assemblage, de montage, d'essai. J'ai pas l'idée aujourd'hui d'intégrer des traitements thermiques ou des traitements de surface dans le groupe. La raison étant que il y a une très grande diversité de ces traitements. D'une part par leur nature, il y a un tas de spécifications différentes, et en plus de cela, la plupart des clients ont des spécifications qui leur sont propres. Donc les spécifications pour Airbus ne seront pas les mêmes que pour Safran, et même entre les différentes divisions de Safran, il y a des différences de spécifications. Donc ce qui fait que le nombre de qualifications qu'il faut avoir pour être dans ce monde de traitement de surface est énorme. Et notre groupe ne permet pas de massifier et de justifier la mise en place d'installations. Donc pour moi, ça ne serait pas une stratégie opportune. Enfin, c'est en tout cas ma vision. Donc je préfère rester focalisé clairement sur les métiers de l'usinage avec l'industrialisation que j'expliquais avant. Et par contre, on cherche toujours des possibilités d'aller un peu plus loin par des opérations de montage, d'assemblage pour livrer des sous-ensembles. On livre aussi des kits des fois, donc c'est-à-dire c'est des petites mallettes dans lesquelles plusieurs pièces sont placées et qui alimentent directement les chaînes de montage. L'avantage pour le client, c'est qu'il n'a plus qu'une référence à gérer, point de vue achat. Il achète une mallette avec différentes références, et puis les monteurs dans ses ateliers, après, viennent prélever les pièces pour réaliser leurs opérations. C'est quoi la difficulté quand tu vas aller chercher des nouveaux marchés? Comme tu le disais au tout début, t'es arrivé, l'idée c'était de diversifier vraiment l'activité. Oui. J'imagine que c'est très long parce que pour que un donneur d'ordre accepte d'inclure dans son process un sous-traitant, il y a énormément d'audits, etc. Ouais. Comment ça se passe? Tu as tout à fait raison. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très très complexe. Avec la typologie de clients pour laquelle on travaille, donc des OEM ou des équipementiers, comme je l'expliquais avant, il y a plusieurs étapes. Déjà, il faut qualifier l'entreprise, être reconnu comme étant capable de répondre aux exigences du client. Donc ça, c'est déjà une démarche assez longue qui passe par des audits, par un grand travail pour convaincre le client que nos systèmes de fonctionnement nous permettent de répondre d'une manière sûre à leurs exigences. Après cela, quand on a réussi à convaincre le client ou le prospect à ce stade-là de la pertinence de notre fonctionnement, typiquement, on commence à travailler sur des projets, des devis. Donc on commence à valoriser des pièces, et souvent, là encore, il y a une montée en compétences qui est gérée par le client. On commence par des pièces peut-être un peu plus simples, avec encore une fois des audits, cette fois-ci des audits produits, qui permettent de valider le processus de fabrication de la pièce et d'assurer, encore une fois, cette fois-ci que cette pièce spécifique répond aux exigences. Donc ce processus-là, il est très long. Intégrer un nouveau client dans notre monde, ça prend souvent 1 an, 2 ans. Il y a aussi, j'imagine, les tests tests sur le terrain, et puis après, il peut y avoir des retours si jamais il y a des choses. Là, les tests sont vraiment réalisés par les clients, mais le client se base quand même beaucoup sur les certificats de conformité que nous délivrons. Donc avec les pièces, nous délivrons toute une documentation qui détaille l'origine de la matière première, la conformité de la matière première dans ses caractéristiques mécaniques, chimiques, par rapport aux exigences du client, le détail de notre processus de fabrication, les relevés de cotes qui attestent que toutes les mesures ont été réalisées, que toutes les cotes sont conformes. Donc il y a les certificats de conformité de nos fournisseurs de traitement de surface, etc. Donc il y a toute une documentation qui est livrée avec chaque pièce et qui assure que toutes les mesures ont été prises pour que la pièce soit vraiment conforme aux exigences du client. Tel que tu le décris, ça a l'air d'être
tellement compliqué, long comme process qu'on a plutôt l'impression que pour se développer, on a plutôt l'intérêt de développer le chiffre d'affaires avec un client une fois qu'on a rentré dans son process. C'est clair que c'est ça le but. La méthode la plus, c'est déjà rentrer chez de nouveaux clients et après développer avec eux. C'est la voie la plus facile, mais dans la stratégie du groupe Odyssée Technologies, on essaye d'avoir les deux choses, de développer les activités avec les clients existants, en intégrant plus de fabrication, des pièces nouvelles, des choses comme ça, mais aussi de créer des comptes nouveaux, alors d'une manière très ciblée. Donc nous, on essaye chaque année de travailler, mais de manière approfondie, 1 ou 2 prospects pour développer des activités nouvelles avec 1 ou 2 clients chaque année, quoi. Je sais que ça peut permettre de diversifier parce que si jamais il y a un client qui a un souci, on peut se retourner. Hein. Même si il y a une certaine latence quand même, j'imagine, entre le moment où, par exemple, Airbus arrête un modèle et le moment où vous arrêtez de livrer, le modèle va continuer à tourner pendant des années et des années. Oui, typiquement les avions, donc le modèle d'avion, ça a une durée de vie assez longue. Une fois que tout est qualifié, il y a très peu de changements. Ou alors il faut vraiment qu'il y ait des raisons très fortes pour changer quelque chose dans la définition d'une pièce. Donc la visibilité est très grande. Ce qu'il faut préciser aussi, et c'est une caractéristique de l'activité d'Odyssée Technologies, c'est que nos cycles de fabrication, ce qu'on appelle cycle de fabrication, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où on lance une pièce en fabrication. Donc la première opération, c'est typiquement une opération de sciage. Et le moment où on livre, on met la pièce à l'expédition. Pour la plupart de nos pièces, ce cycle-là a une durée de 6 à 9 mois. Donc ce qui est très long. Ça s'explique par la succession de nombreuses opérations en interne et en externe, avec les traitements thermiques, les traitements de surface, comme j'expliquais avant. Donc on arrive ainsi à ces cycles de fabrication très longs. Ce qui mobilise beaucoup de capital, parce que nous devons financer donc ce fonds de roulement pendant tout le cycle de fabrication. Donc notre industrie est très demandeuse en capitaux pour pouvoir fonctionner. C'est ça, il y a aussi ce roulement-là, ce besoin en fonds de roulement qui est très important. Qu'il faut se financer aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais sur les risques et opportunités du modèle et de la société aujourd'hui? Donc peut-être sur la partie risque d'abord, est-ce qu'il y a un risque que finalement la production, qu'il y ait de la consolidation dans le secteur, que il y ait des regroupements qui se font à votre détriment et que du coup vous perdez des marchés. Quel est pour toi le risque à court terme que ça arrive concrètement en fait? Notre industrie, elle reste très fragmentée. Donc ce qu'on appelle la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement de l'aéronautique typiquement, mais aussi de la défense, on peut dire la même chose, et même d'autres secteurs d'activité, énergie, etc., sur lesquels nous sommes positionnés, est constituée pour l'essentiel de PME, voire même de TPE, quoi. Dans le monde de la mécanique de précision, il n'y a que 6% des entreprises qui ont un effectif supérieur à 50 personnes, ce qui peut paraître étonnant. Donc Odyssée Technologies, avec son effectif de 175 personnes, est déjà placé finalement dans le haut de la pyramide. Alors, on va rester très modeste. Dans le haut de la pyramide, il y a quelques grands groupes industriels qui se sont formés. On peut citer des groupes comme Mecachrome, Fijac, donc AD, etc., Next Team, qui ont plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, qui se sont constitués pour l'essentiel pour beaucoup par des acquisitions successives, par des fusions, donc par un processus de consolidation. Nous essayons à notre niveau de consolider, de participer à cette consolidation. Et c'est ainsi que le groupe, j'expliquais avant, il y a une première acquisition de la société Gressé en 2012. Il y a une deuxième acquisition en 2015, société La Fourcade à Tarbes. Il y a une troisième acquisition en 2020, de société Précision Mécanique de Brive. Aujourd'hui, le groupe a un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, avec un effectif de 175 personnes, comme je le disais. Et j'ai bien l'ambition aussi de poursuivre cette démarche-là, de poursuivre par des acquisitions complémentaires, mais ciblées, et tout en restant en ligne avec la stratégie que j'expliquais avant,
de rester focalisé sur ces métiers bien définis de l'usinage, de la mécanique de précision, en intégrant des opérations d'assemblage, de création de sous-ensembles, oui. Mais pour moi, les acquisitions, le principal but des acquisitions, c'est d'acquérir des portefeuilles clients nouveaux, de rentrer dans des secteurs d'activité nouveaux. Par exemple, je suis très intéressé à rentrer dans des filières comme celle du nucléaire, du ferroviaire ou du naval, enfin, des destinations militaires principalement. Donc, c'est comme tu le disais avant, pénétrer ces marchés-là, c'est un processus très long quand on part de zéro. Les acquisitions permettent d'accélérer ce processus-là, de prendre pied, et puis après essayer de développer par croissance organique, mais justement la position des entreprises acquises dans leur marché, et en faisant valoir la force du groupe en soutien de l'entreprise récemment acquise. Donc c'est un peu la stratégie que j'ai essayé de déployer jusqu'alors. Il y a des choses qui sont en fait servir l'industrie aéronautique ou servir l'industrie de la défense ou servir le ferroviaire. J'imagine qu'en termes de pièces, il y a des communalités, des similarités quand même, oui, qui fait que voilà, c'est assez quand même facile d'un point de vue technique de pouvoir migrer sur d'autres marchés. Après effectivement, il y a tout l'aspect voilà, chaque donneur d'ordre a ses exigences, tout etc. Ouais. Mais j'imagine oui. Et puis tu disais par croissance externe, l'idée c'est de prendre peut-être une cible qui a déjà des contrats avec dans un autre secteur, exactement, de développer, d'utiliser la méthodologie qu'on a. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, l'acquisition de précision mécanique de Brive m'a permis de rentrer de manière significative dans le marché de la défense. Donc cette société avait déjà des positions au moment de l'acquisition, et maintenant nous essayons de développer ces positions pour prendre une part plus importante dans ces secteurs de la défense, quoi. Est-ce que de l'autre côté, alors tu penses que tu es à la taille critique à 20 millions aujourd'hui sur ce secteur en tout cas, pour plutôt être en position de prendre des parts éventuellement et dans la croissance externe plutôt que d'en perdre? Et l'autre aspect autre risque que moi je pouvais voir en tant que dans cette chaîne de valeur là, c'est pourquoi est-ce que le donneur d'ordre n'intègre pas ce processus-là, quoi? Est-ce que c'est peut-être trop petit pour eux en termes d'intérêt à faire ce genre de choses? Est-ce qu'il y a une autre contrainte qui font que ils prennent pas en charge ce genre d'activité? Est-ce que c'est une menace pour eux? Encore une fois, nous sommes vraiment dans une industrie de savoir-faire qui en plus mobilise des moyens financiers importants, CAPEX, etc. Les donneurs d'ordre n'ont pas la capacité d'intégrer tous les processus de fabrication. Les investissements seraient aussi énormes, les besoins en ressources humaines aussi. Donc je pense pas que ce soit une stratégie générale des OEM de réintégrer toutes les activités que peut faire la supply chain, certainement pas, quoi. Pour le reste, pour la stratégie d'Odyssée Technologies, donc on a un business plan à un horizon 2028. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires consolidé est de 20 millions d'euros. Donc l'ambition à horizon 2028 est de porter ce chiffre d'affaires à 30 millions en croissance organique et de compléter cette croissance organique par de la croissance externe pour arriver à un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions d'euros à cet horizon, quoi. Et pour moi, c'est important justement d'avoir cette combinaison de croissance organique, croissance externe. Je pense pas qu'il soit sain, et on le voit chez certains concurrents qui vont très vite dans des processus de croissance externe, mais qui arrivent pas très bien à intégrer finalement toutes les sociétés qu'ils acquièrent, quoi. D'avoir ce mix de croissance organique et croissance externe à un rythme peut-être plus lent, les croissances externes, mais ça permet d'atteindre un niveau d'intégration beaucoup plus efficace, beaucoup supérieur, et c'est la stratégie que j'essaie de poursuivre. En organique, arriver aux 30 millions, ça implique de rentrer dans ces nouveaux marchés, tu indiques, ou est-ce que c'est dans l'hypothèse de on reste avec un courant d'affaires un peu plus développé avec nos clients actuels? C'est les deux, et comme tu le disais avant, bien sûr, développement avec les clients existants, et aussi intégration de nouveaux clients. La croissance organique, elle joue sur ces deux volets-là. Ok. Ouais, donc c'est vrai que c'est assez modéré. Enfin, vous doublez quand même avec de la croissance externe en 4 ans, mais c'est maîtrisé parce qu'effectivement l'autre problème, et tu le dis, c'est au niveau du BFR, c'est de croire trop vite, surtout dans une industrie en fait où il y a des sous-traitants. Et c'était une autre de mes questions aussi, c'est en termes de délai de paiement client-fournisseur. Comment tu vis la chose? Combien tu payes? T'es payé de tes clients? Est-ce qu'il n'y a pas, puisqu'il y a
il y a une interdépendance certes, mais il y a aussi une différence en termes de taille et de moyens financiers qui font que souvent on entend que les sous-traitants se font un peu tirer en termes de délai de paiement. Comment ça fonctionne Non, là honnêtement, donc avec le portefeuille client qui est celui d'Odyssée Technologies aujourd'hui, déjà j'ai pas du tout d'impayé. Donc ça c'est déjà un gros avantage. Et globalement, nos clients respectent bien les délais de paiement tels que définis dans la LME. Hein. Donc là, on a vraiment la qualité de client de notre portefeuille client nous évite les grandes difficultés avec ça. Alors il faut toujours y travailler, évidemment. Ce qui est vraiment très lourd à porter, c'est le BFR, encore une fois, parce que les cycles de production sont longs. Notre supply, nos clients aujourd'hui il n'y a pas du tout de fonctionnement ou très peu de fonctionnement avec des acomptes à mesure que les fabrications avancent. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui devra évoluer dans l'avenir. Parce que les PME et puis beaucoup de tenants dans la supply chain ne pourront pas continuer à financer l'intégralité de ce BFR qui a fortement augmenté, d'une part avec l'augmentation du coût des matières premières depuis la guerre en Ukraine, le déclenchement de la guerre en Ukraine, le coût des matières premières a doublé. Donc ça fait augmenter forcément déjà la valeur du BFR, donc sur les stocks en cours, comme tu le dis. Après, il y a des fortes augmentations de volume, donc ça, c'est très vertueux, bien sûr, de croître, mais d'un autre côté, ça fait aussi augmenter le BFR. Les cycles de production qui se sont rallongés, parce que la supply chain est très chargée, donc en particulier les délais que me proposent mes fournisseurs de traitement thermique, de traitement de surface, ont fortement augmenté. Donc tout ça contribue à un niveau de BFR qui est très lourd, quoi. Et là, je pense qu'il faudra que l'industrie, notre secteur d'activité, s'organise un peu différemment et que les donneurs d'ordre à terme acceptent de participer à cela avec des systèmes d'acompte comme ça peut se trouver sur d'autres secteurs, quoi. Bien sûr, ouais, pour accompagner aussi ce moment, sinon ils vont être asphyxiés les sous-traitants. Sur ça, ils risquent d'asphyxier justement leur supply chain. En termes de la raison de l'introduction en bourse, donc tu souhaites lever 8 millions pour la société, si je me trompe pas. Est-ce qu'il y a un peu de BFR à financer justement là-dedans? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ces fonds levés? Donc la destination des fonds levés, il y a 3 parties. Donc il y a une partie, c'est le financement du BFR, effectivement. Surtout que on sort quand même d'une crise qui s'appelait le Covid, qui n'est pas encore si lointaine que cela. Cette crise du Covid, elle a laissé quand même des cicatrices assez profondes. Il y a eu un fort ralentissement de l'activité pendant une période quand même assez longue. On a été beaucoup aidé pour passer cette situation difficile. Donc en particulier, ce qui a été mis en place par l'État, et ça a été les PGE, dont Odyssée a bénéficié. Donc pour moi, les PGE, c'est 5 millions d'euros de dettes qu'on a pris pour passer cette crise-là. Donc ça a été un dispositif salvateur pour beaucoup d'entreprises. Maintenant, les conditions de remboursement sont quand même très exigeantes. Donc certes, il y avait 2 années de différé de remboursement pendant lesquelles on ne payait que des intérêts. Et le reste du capital doit être remboursé, enfin capital et intérêt, doit être remboursé sur 4 ans. Quand je parle de 5 millions, c'est 25% du chiffre d'affaires d'avant la crise. Donc oui, ça met une charge de remboursement énorme. Donc ceci fait une ponction évidemment très forte sur la trésorerie. Donc et ceci, quand on cumule avec l'augmentation du BFR, tel que je l'ai expliqué avant, la croissance, la nécessité de poursuivre aussi les investissements, ça charge quand même beaucoup les trésoreries d'une entreprise comme Odyssée Technologies. Donc la levée de fonds en bourse, elle est destinée pour à peu près 1/3 à financer l'augmentation du BFR, pour 1/3 à poursuivre une politique d'investissement active. Encore une fois, les nouvelles technologies, la robotisation, le besoin de renouvellement du parc machine, le besoin de développement du parc machine pour assurer la croissance. Et pour le dernier tiers, à contribuer au financement de la stratégie de croissance externe.
Donc voilà l'emploi des fonds qui est envisagé pour les années à venir. Parce que forcément, là, comme tu l'expliquais avec le PGE, en fait, la porte de l'endettement du crédit bancaire, elle était un petit peu fermée. Enfin, du moins, ça déséquilibrait le bilan. Les banques sont devenues plus prudentes, disons, parce qu'elles voient un endettement des entreprises qui a forcément augmenté avec ces PGE. Donc les ratios dette sur son fonds propre se sont forcément dégradés, et c'est des critères importants dans l'analyse qui est effectuée par les banques au moment de l'octroi des crédits. Donc oui, l'obtention de crédit a été plus compliquée. Alors, mon expérience, c'est que les banques financent assez facilement les investissements matériels. Donc là, pas de grandes difficultés. Par contre, pour le BFR, c'est très compliqué. Parce que là, vous avez un endettement si j'ai bien suivi les chiffres, on est à peu près à 3 fois le BE, non? 5-6 millions de dettes. Oui, une part importante est le reliquat de PGE. Donc là-dedans, donc au 30 juin, on avait encore 2,8 millions de PGE à rembourser. Après, j'ai encore un reliquat de dette senior sur la dernière acquisition. Donc on a finalement assez peu de dettes d'exploitation. Donc une fois les PGE remboursés, le groupe sera dans une situation très confortable, même sans l'introduction en bourse, avec une génération de cash significative. Mais cette période-là est un peu compliquée. Et ma volonté a toujours été de ne pas freiner ou en aucun cas stopper la stratégie d'investissement. Ça, pour moi, ça serait absolument délétère pour le futur du groupe. Donc, j'ai toujours voulu maintenir un budget d'investissement à un niveau élevé, quoi. Ça marche. Et la promesse, enfin, du moins, pour les actionnaires, les personnes qui vont participer à cette introduction en bourse. Donc, tu disais, c'est vraiment la croissance du chiffre d'affaires et du coup, de maintenir les marges de BE pour continuer à désendetter et de façon virtuelle, pas créer de la richesse. J'imagine qu'il y a des dividendes derrière. Enfin, l'intérêt pour l'investisseur particulier qui investit, c'est de participer à la croissance de la société et du coup d'être récompensé aussi au travers de la valorisation de l'action, mais aussi des dividendes possibles. Vous avez des quelques chiffres là-dessus, ou du moins des intentions sur ce que vous pourriez offrir aux investisseurs qui s'engagent avec vous? Donc la priorité, c'est d'augmenter la valeur d'entreprise, qui augmentera déjà à mesure qu'on réduit la dette, puisque la valeur d'entreprise est conditionnée par le niveau de dette. Donc, il y aura mécaniquement une augmentation de la valeur d'entreprise à mesure qu'on rembourse les dettes que je citais avant. Il y a la croissance qui augmentera aussi la valeur d'entreprise. Donc, aujourd'hui, sur l'année 2024, l'EBITDA devrait atteindre à peu près 12%. Et notre plan stratégique à 2028 prévoit un EBITDA 15%. Sur le CA, sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, ouais. La marge, ouais. Donc, ce qui contribue aussi à la valorisation de l'entreprise. Donc, l'investisseur devrait voir une valorisation du titre par l'amélioration de ces chiffres-là. Et donc, par rapport à la politique de dividendes, je pense la priorité pour le moment, ça va être de rembourser ces dettes-là, d'amorcer la croissance. Pour la suite, oui, il me semble tout à fait légitime que les investisseurs soient rémunérés aussi par du dividende. Pour le moment, je prends pas d'engagement ferme sur cet aspect-là, mais ma volonté, oui, est d'arriver à payer des dividendes. Tu nous parles un petit peu du process d'introduction en bourse et parce que ça a l'air vraiment assez contraignant quand même, et voilà, c'est ce que tu regrettes déjà ou pas du tout d'avoir fait? Ah non, pas du tout, j'ai pas de regrets. Et puis là, le projet aboutit, puisque aujourd'hui, donc c'est la phase de souscription, donc pendant laquelle le public peut souscrire aux actions d'Odyssée Technologies, qui démarre ce jour même, qui va durer jusqu'au 9 décembre. Maintenant, le processus, oui, c'est un processus qui est long, lourd, complexe, il faut pas se le cacher, mais qui est quelque chose de maîtrisable. Encore une fois, il est important de bien s'entourer. Donc, ça s'invente pas. Donc, c'est vraiment, il faut avoir tout un réseau autour de soi pour conduire ce processus-là. Pour ma part, l'initial, enfin, ce qui a été donné disons, l'amorçage du projet, ça fait depuis plusieurs années, c'est mon expert comptable qui me disait toujours, un jour, il faudra peut-être envisager une introduction en bourse.
j'ai d'abord voulu amener le groupe à une taille suffisante pour envisager cette introduction en bourse. Et puis après, ça a été aussi des rencontres. Donc en particulier, j'ai rencontré une personne qui était très connue dans le monde de la bourse, Monsieur Tanberger, donc qui m'a lancé dans ce processus-là et qui m'a introduit aussi auprès des principales tenants disons, dans un projet. Donc ça s'organise autour d'un banquier d'affaires qui va nous aider finalement à trouver des investisseurs institutionnels qui souscriront à l'opération. Il y a un listing sponsor qui a une fonction de rédiger toute la documentation qui est attendue par Euronext pour autoriser l'introduction en bourse. Donc là, c'est un document qu'on appelle document d'information, qui est un document, dans notre cas, il fait à peu près 200 pages quand même, avec énormément de détails sur l'activité, l'analyse des risques, la situation financière, les perspectives, donc des informations vraiment très très détaillées et qui sont rédigées d'une manière très normée pour être compréhensibles par les investisseurs, puisque l'investisseur, notre responsabilité est de donner à l'investisseur des informations sur lesquelles il puisse se faire une opinion fondée sur l'opportunité de réaliser son investissement. Donc c'est ça que tout ce processus vise à assurer finalement. Et puis après, c'est de trouver aussi des investisseurs qui s'engagent sur le projet. Donc typiquement, il y a un mix d'investisseurs institutionnels et donc de particuliers qui souscriront au capital, quoi. Donc il y a cette phase de recherche d'actionnaires et là maintenant on est vraiment dans la phase finale. On a déjà des engagements d'investisseurs institutionnels et aujourd'hui se lance justement la phase de souscription qui est destinée à faire participer des investisseurs individuels, des personnes privées, quoi. C'est quoi la proportion entre institutionnels et particuliers? Ça, c'est le marché qui en décidera. C'est le marché qui décidera. Donc là, je peux pas en préjuger à ce stade-là, quoi. Ouais, l'idée, c'est que peu importe l'appétit, des institutionnels, ils pourraient même prendre la totalité. Oui. Ou vice versa, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Mais on a vu récemment une introduction où donc le public a pris une très large part, quoi. Ouais, parce qu'il y a un intérêt croissant des investisseurs particuliers pour la bourse. Mais c'est toujours un mix entre institutionnel et particulier. Donc pour ce qui est d'Odyssée Technologies, donc il y a plusieurs investisseurs institutionnels qui nous ont suivis et qui nous ont donné des engagements de souscription à des titres dans des proportions assez importantes. Ok. Donc c'est pour toi en tant que dirigeant, l'idée c'est de faire justement un roadshow, c'est-à-dire un tour de tous les partenaires pour expliquer le projet, pour entraîner aussi l'adhésion au projet au travers de demander à être actionnaire. Donc c'est un gros travail. Oui, donc là il y a un travail vraiment avec différents publics, hein, donc c'est vraiment très intéressant. D'une part, oui, l'aspect roadshow auprès des institutionnels pour se présenter, pour les convaincre déjà de l'intérêt d'un investissement dans la société, de la fiabilité, de la validité du projet de développement de l'entreprise. Donc là, il y a toute une phase de communication. Et puis après, c'est aussi de la communication beaucoup avec des médias, la presse qui joue un rôle. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, donc qui font connaître justement Odyssée Technologies, et donc comme l'interview qu'on fait aujourd'hui, contribue de manière très importante à établir cette notoriété de l'entreprise, quoi. Parce que parce qu'il y a c'est vrai qu'il faut faire connaître. C'est un peu comme quand tu vas donner un ordre, enfin quand tu vas pitcher auprès d'un nouveau client aussi. Ou auprès d'un banquier demander un crédit finalement, mais c'est pas le même public, c'est pas les mêmes contraintes. C'est pas les mêmes contraintes là. Ouais. Et ok, le process en vaut là. Quand je parle de ça, c'est que pour moi les instructions en bourse c'était des montants beaucoup plus élevés que 8 millions, qui est déjà un très beau montant. Mais en termes de coût, énergie,
et process. Et après, ce qu'il y a derrière aussi, parce que là, on en est à la fin de ce premier cycle, mais après, il va y avoir, tu vas devoir demander des comptes. Donner Donner des comptes, pardon. C'est quoi d'ailleurs, c'est quoi les contraintes derrière? Est-ce que tu as une idée de ce que donc un reporting régulier que tu dois Euronext, donc il y a plusieurs segments d'Euronext. Ouais. Donc nous positionnons sur un segment qui se nomme Euronext Growth, qui est destiné à des entreprises de type PME. Hein. Donc il y a quand même une souplesse un peu plus grande que pour des grands groupes industriels, hein, comme ceux du CAC 40 ou d'autres indices sur des valorisations beaucoup plus importantes. Néanmoins, donc nous nous engageons bien sûr à communiquer sur les résultats de l'entreprise, donc annuellement, de fournir des rapports, de fournir des informations sur l'évolution du chiffre d'affaires, au moins trimestriellement, de fournir à des systèmes qui diffusent l'information sur les différents médias, aussi les informations les plus importantes sur la vie de la société. Donc il y a un certain nombre d'obligations. Maintenant, je pense que tout cela est gérable. Encore une fois, il est important de s'entourer de partenaires efficaces, quoi. Et c'est le conseil que tu donnerais, par exemple, aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, d'entreprise, et éventuellement d'aller voir ouvrir leur capital comme tu vas le faire aujourd'hui? Oui, pour moi, la bourse est une source de financement très intéressante. Donc elle vient compléter finalement les financements bancaires qui ont leurs limites, hein, comme je l'expliquais avant. Un apport en capital, c'est autre chose que de rajouter de la dette, forcément. Donc ça consolide la situation de l'entreprise, hein, par une augmentation des fonds propres, hein, qui crédibilise un business plan. Après, il y a d'autres solutions, en particulier tout ce qu'on parle de private equity, où ce sont des fonds qui interviennent donc sans passer par un marché, directement dans l'entreprise. Ma préférence est clairement pour la bourse. Je pense que c'est beaucoup plus ouvert. Ça laisse aussi plus de liberté dans la gestion de l'entreprise. Donc je pense que vraiment cet investissement, enfin ce mode de financement, il est probablement pas assez utilisé par des PME. Sa réputation de complexité, etc. Oui, c'est une complexité qui est gérable. Donc bien sûr, il y a un effort à faire. Mais le jeu en vaut la chandelle, à mon avis. Hein. Je me demande si même en termes de complexité, si c'est vraiment plus complexe que faire appel au private equity notamment. Je suis pas complètement convaincu. Oui, les exigences de fonds de private equity sont aussi très élevées. Et bien sûr, ils veulent s'assurer aussi du bien fondé. Et je pense que la bourse étant plus ouverte, donc on a plus d'actionnaires qu'on peut. Sur un fonds, on va en avoir un ou deux à son capital. On va pas avoir une foultitude de fonds. Donc ça donne une relation différente. Et puis la bourse aussi, pour moi, l'IPO, donc la première, l'introduction en bourse, c'est peut-être pas la fin de l'histoire, puisqu'il est possible aussi de solliciter dans le futur, pour continuer la croissance ou pour accélérer la croissance, de revenir vers le marché, de continuer à le solliciter. Donc ça laisse aussi des perspectives, des options pour le futur, quoi. Et puis tu disais pour l'argument de contrôle aussi, en gros là concrètement tes parts dans la société vont être diluées à quel degré? Donc je garderai 60% environ des actions de l'entreprise, quoi. OK. Donc ça veut dire t'es quand même enfin, tu dois donner des comptes, mais t'es seul à bord quand même. Enfin, tu gardes le contrôle. Oui, tout à fait. Tout ce qui est stratégie, orientation. Et ça, c'est très important dans mon expérience d'entrepreneur. Dans une PME, il faut être en mesure de prendre des décisions très rapidement, quoi. Parce qu'il y a des besoins qui apparaissent. Si je vois une opportunité commerciale, oui, il faut pas hésiter. Il faut se doter là, maintenant, tout de suite, des moyens pour répondre à ce besoin-là. Il peut y avoir, encore une fois, dans notre parc machine, une défaillance d'une machine et des choses comme ça. J'ai pas le temps de consulter pendant 3 mois pour dire ah oui, finalement oui, c'est bon, on va acheter une machine. Non, il faut que j'en trouve une tout de suite et puis que j'ai besoin de pouvoir prendre des décisions très rapidement au quotidien.
Et là, je pense que le partenariat donc bourse permet d'avoir une beaucoup meilleure efficacité, des cycles de décision plus courts, et ça c'est absolument vital dans des PME, quoi. C'est assez inspirant, je trouve, de voir que des PME peuvent s'ouvrir. Je pense que ça va donner peut-être des idées à d'autres personnes qui nous écoutent. Je l'espère, et puis moi je suis tout à fait ouvert à parler de l'expérience à des personnes qui seraient intéressées d'entendre un témoignage. Et puis j'en saurai plus aussi dans quelques mois, évidemment, puisque c'est jamais que le début pour moi d'un parcours de société, de gérant de société côté aux bourses, évidemment. On suivra ça avec intérêt, en tout cas, de comment ça fonctionne, parce que il doit y avoir, on pourra même refaire une conversation dans un an pour voir si ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te contacter ou trouver des informations sur Odyssée Technologies? Donc le moyen le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet. Donc odyssée-technologie au pluriel .com. Et donc sur le site aujourd'hui, donc il y a toute une documentation donc qui permet à l'investisseur de souscrire à des actions. Donc le fameux document d'information, donc l'investisseur qui va vraiment s'informer dans le détail du fonctionnement de l'entreprise, un slideshow aussi de présentation de l'entreprise, et puis aussi le bon de souscription que l'investisseur peut après remplir ou télécharger et fournir après à son banque ou à son broker pour qu'il lui passe l'ordre d'achat d'actions. Donc toutes les infos sont sur le site. Toutes les infos sur le site disponibles dès aujourd'hui. Ouais. Ça marche. Et là, odyssée-technologie.com. Et le 5 décembre, c'est la date. Donc l'ouverture, c'est aujourd'hui. Ouais. Et la période de souscription va durer jusqu'au 9 décembre. Et donc on aura une première cotation le 13 décembre. Ok. Donc voilà, le 13 décembre. Donc le titre sera vraiment à la cote. Et on pourra briller en société. Voilà. Je plaisante. Ça marche. Excellent. Merci beaucoup, Christian, d'avoir. Merci Paco pour l'opportunité de présenter ce parcours et puis Odyssée Technologies, donc bien sûr ce projet qui me tient très à cœur. Et encore une fois, pour moi, c'est une belle aventure, et c'est cette introduction en bourse. Et je pense que ça permettra d'accélérer de beaucoup le développement du groupe. Ça augmente aussi sa notoriété, donc très important. Et ça remet aussi en question, pour moi, mes modes de gestion, évidemment. Donc ça fera évoluer le groupe d'une manière très très favorable sur plein d'aspects, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui secoue le mode de fonctionnement de l'entreprise, mais à mon avis, c'est ce qui permet aussi d'accélérer et de conduire un projet de développement qui aille vraiment plus loin, quoi. Excellent, merci à toi. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.